Comme une déesse surgie de l'onde, la ville d'Aix est née de l'eau. C'est grâce à la présence de sources que fut fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ l'antique cité d'Aquae Sextiae, les eaux de Sextius, du nom de l'homme politique romain à l'origine de sa fondation. C'est sans doute ce raffinement limpide, à la fois force vitale et symbole de liberté, qui donne à la ville d'Aix ce charme si particulier où l'art et la beauté s'épanouissent au fil des siècles. Né il y a plus de 2000 ans, Aix, capitale historique de la Provence, a su prendre dans le bon sens tous les virages de l'histoire pour devenir une ville où l'art et l'intelligence s'épanouissent sous un climat enchanteur. Une lumière à nulle autre pareille magnifie les façades des édifices et se glisse dans les ruelles étroites. Cette luminosité faite d'éclat et de mystère participe d'un art de vivre où les passions intellectuelles s'unissent à l'amour du beau. Aix est une ville en perpétuel mouvement. Celui de l'eau, bien sûr, symbole de vie, mais aussi celui de la création artistique. Théâtre, salles de concert, festivals et expositions tout le long de l'année attestent de cette belle santé artistique. Aix est une ville gourmande. Les marchés sont une fête des sens où les couleurs, les parfums et une atmosphère conviviale incitent à découvrir un art de vivre proche de la nature et une gastronomie ensoleillée. Il y a sans doute plusieurs façons de découvrir Aix, mais si l'on veut comprendre l'essence même de la ville, il faut flâner de places éclaboussées de soleil en avenues ombragées, passer de l'animation des rues commerçantes à la paix aristocratique du quartier Mazarin. Faire du cours Mirabeau la voie royale vers l'âme de la ville et se laisser gagner par l'émotion. Le cours Mirabeau. Long de 440 mètres sur 42 de large, le cours Mirabeau est la plus célèbre avenue d'Aix-en-Provence. C'est un lieu de promenade merveilleux pour les Aixois comme pour les touristes venus du monde entier. À l'entrée du cours, de chaque côté, se dressent deux statues de François Truffem, sculpteur aixois du XIXe siècle. L'art et les sciences au nord, les industries et les arts au sud. Les magnifiques hôtels particuliers qui le bordent sont encore les témoins de la grandeur des familles nobles qui s'y sont établies. Le long de ces riches demeures, des calades, faites de galets de la Durance, sont aménagées afin de garder les pieds propres en descendant de carrosse. Aujourd'hui, ces hôtels particuliers sont pour la plupart le siège de banques et de grandes sociétés internationales. Au numéro 38, s'élève l'hôtel Morel de Pontève. Les deux Atlantes qui soutiennent un balcon à la ferronnerie raffinée sont symboliques de l'art baroque aixois. C'est aujourd'hui le siège du tribunal de commerce. Parmi les nombreux cafés aux terrasses ombragées, les Deux Garçons, les 2G, est une célèbre brasserie. Elle est située dans un immeuble du XVIIe siècle classé monument historique. Ainsi nommée en souvenir de deux serveurs qui l'avaient achetée en 1840, elle a conservé le somptueux décor consulaire de l'hôtel de Gantès. Depuis sa création, les 2G ne cessent de recevoir de très nombreuses personnalités. L'eau, symbole de joie et de liberté, jaillit de 4 fontaines au long du cours Mirabeau. La plus imposante, la fontaine de la Rotonde, est aussi la plus récente puisqu'elle date de 1860. Sa vasque est en fonte et à sa construction, elle marquait symboliquement l'entrée de la ville moderne, ouverte sur le monde. Aujourd'hui, la fontaine de la Rotonde est au centre de la ville. Elle est ornée de 3 statues qui symbolisent les activités d'Aix-en-Provence. La justice, tournée vers le cours Mirabeau, l'agriculture tournée vers Marseille
et les Beaux-Arts, tournés vers Avignon. La fontaine des Neuf Canons fut construite en 1691 par Laurent Vallon sur l'emplacement d'une fontaine à abreuvoir où venaient se désaltérer les troupeaux en transhumance avant la construction du cours Mirabeau. Les religieuses de Sainte-Ursule, puis les bénédictines venaient y chercher de l'eau. La fontaine Moussu est la première fontaine construite sur le cours. C'est également la seule à être alimentée par l'eau des thermes. Il y coule une eau à 18 degrés en provenance de la source des Bagniers. Tout en haut du cours Mirabeau s'élève la fontaine du roi René. Elle fut dessinée en 1819 par Pierre-Henri Revoil. La statue du roi René est une œuvre de David d'Angers. Il porte sur sa tête la couronne des comtes de Provence. Le personnage est assez important pour mériter qu'on s'y arrête. Le quartier Mazarin est un quartier paisible situé dans la partie sud d'Aix-en-Provence, à l'arrière du cours Mirabeau. Il porte le nom de Michel de Mazarin, frère du cardinal, ministre de Louis XIV. La fontaine des Quatre Dauphins, édifiée en 1667, est l'œuvre du sculpteur-architecte Jean-Claude Rambaud. C'est un exemple typique des fontaines baroques construites en Italie à partir du XVIIe siècle. Elle a d'ailleurs pour modèle la fontaine des Quatre Fleuves sur la Piazza Navona à Rome. Le thème des dauphins renvoie à l'origine thermale de la ville d'Aix. Les Quatre Dauphins ont le corps recouvert d'écailles. Ils sont sculptés sur un lit de vagues qui soutiennent une obélisque. La partie sculptée est en pierre de Calissane, tandis que le bassin est en pierre de la Sainte-Baume. À l'origine, l'obélisque était couronné d'une fleur de lys qui fut remplacée par une pomme de pin à la Révolution. Église Saint-Jean de Malte. L'église Saint-Jean de Malte se trouve au bout de la rue Cardinal. À l'époque de sa construction, elle se trouvait en dehors des murs de la ville. À l'arrière se trouve la rue d'Italie, construite sur l'ancien tracé de la voie aurélienne qui reliait Rome à l'Espagne. C'est la première église provençale entièrement gothique. Elle fut construite entre 1270 et 1280, en dehors des remparts de la ville, par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, plus tard appelés Ordre de Saint-Jean de Malte. Le clocher du XVIe siècle s'élève à 67 mètres. Deux rosaces procurent à l'intérieur une étonnante luminosité. Le musée Granet se trouve sur la place Saint-Jean de Malte, dans le quartier Mazarin. Il fut créé en 1828 dans les locaux du prieuré de l'église Saint-Jean de Malte, le Palais de Malte, acheté par la ville d'Aix-en-Provence. Inauguré en 1838, il s'enrichit en 1849 d'une collection considérable de peintures et de dessins légués par le peintre François-Marius Granet à sa ville natale. Agrandi et rénové plusieurs fois, le musée Granet expose aujourd'hui près de 600 œuvres sur plus de 4000 m². Des œuvres allant des primitifs et de la Renaissance jusqu'aux chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain. La galerie de sculptures présente des personnages mythologiques ainsi que des grands hommes du pays d'Aix, Vauvenargues, Mirabeau, Cézanne. Deux salles d'archéologie sont consacrées à l'oppidum celto-ligure d'Entremont, juste avant la fondation d'Aix-en-Provence. Le musée Granet est avant tout un musée vivant en constante mutation. C'est la raison pour laquelle des expositions temporaires à visée internationale sont organisées régulièrement, qui attirent de très nombreux visiteurs de la région et du monde entier.
Une place particulière est réservée à Cézanne, l'enfant du pays. Et pourtant, le conservateur du musée Granet à l'époque de Cézanne avait déclaré « Moi vivant, aucun Cézanne n'entrera dans ce musée ». Toute sa vie, Cézanne s'est heurté à l'indifférence et à l'incompréhension des Aixois. Malgré cela, il continue sa recherche artistique. Il part sur les chemins de la campagne aixoise, seul, avec son chevalet, sa toile et sa peinture. C'est un personnage taciturne, concentré sur la recherche et l'accomplissement de son œuvre. La montagne de la Sainte-Victoire est son sujet de prédilection. Il la peindra 87 fois, à l'huile et à l'aquarelle. Si l'on regarde attentivement les différentes représentations qu'en peint Cézanne, on sent une communion profonde entre le peintre et cette montagne dont il s'efforce de restituer la vérité. Il disait lui-même que la Sainte-Victoire participe toute bleutée à la respiration ambiante de l'air. Cézanne n'est plus à l'extérieur pour regarder, mais s'inclut dans une sorte de communion cosmique universelle. Membre du mouvement des impressionnistes, Cézanne a ouvert la voie à la peinture moderne. Considéré comme précurseur du cubisme, son œuvre est basée sur la couleur, rythmée par une succession de plans où la géométrie donne de la profondeur au sujet. Picasso, Matisse diront qu'il était le père de la peinture. Les fauves et les cubistes reprendront ses théories en matière de forme et de couleur. L'apport à la peinture de Cézanne est considérable et son œuvre inspirera les plus grands peintres du XXe siècle. La place des Prêcheurs s'étend devant le palais de justice. Avant la création du cours Mirabeau, c'était le centre de la vie publique et mondaine. La fontaine date de 1748. Elle fut restaurée plusieurs fois. L'église de la Madeleine fut construite entre 1691 et 1703 par l'architecte Jean Vallon. De nos jours, le marché de produits régionaux et la brocante attirent de très nombreux amateurs. Le Forum des Quarts d'Heure se situe derrière l'hôtel de ville, sur l'emplacement de l'ancien quartier juif du Moyen-Âge. De nombreux restaurants en terrasse, ainsi que la fontaine créée par le sculpteur aixois Jean Amadot en 1977, en font un lieu de rassemblement très agréable à la belle saison. Le palais de justice est construit sur l'ancien palais comtal. Les deux statues sont celles de Siméon et Portalis. Bizarre, n'est-ce pas, cet ensemble architectural ? Connu sous le nom de mausolée de Joseph Sec, il fut commandé en 1792 par un riche commerçant aixois, Joseph Sec, qui souhaitait reposer pour l'éternité dans le quartier qu'il avait contribué à développer. Cet ensemble se veut un hymne à la gloire de la loi, mais aussi un hommage à ses croyances religieuses. Après la mort de sa mère, Paul Cézanne est contraint de vendre la bastide du Jas de Bouffan où il vécut 40 ans. En 1901, Cézanne est enfin un artiste reconnu et sa réputation ne cesse de grandir. Il achète une petite propriété sur une colline au nord d'Aix pour y faire construire son atelier selon ses propres plans. Il y peindra jusqu'à la fin de sa vie en 1906. C'est dans ce lieu dénué d'artifice qu'il trouve le calme et la solitude nécessaires à la poursuite de son œuvre.
Le rez-de-chaussée est consacré aux pièces de vie. L'atelier proprement dit occupe tout le premier étage. C'est une vaste pièce éclairée par une immense verrière au nord. À l'époque de Cézanne, cette large vitre donnait sur des rangées d'oliviers à perte de vue. On imagine le peintre dans une solitude recherchée, travaillant sans relâche comme un artisan. C'est dans cet atelier qu'il peindra la série des 3 grandes baigneuses, commencée en 1894 au Jas de Bouffan, ainsi que plusieurs natures mortes et son dernier tableau, le portrait du jardinier Vallier. Il est émouvant de voir son matériel de travail, sa blouse de peintre, sa redingote et ses chapeaux. Cézanne avait une très haute idée du rôle de l'art et voulait que ses tableaux soient un enseignement, mais il a toujours soutenu que la nature, avant tout, était un maître absolu. À la fin de sa vie, il avouait encore que le peintre est plus ou moins maître de son modèle et surtout de ses moyens d'expression. L'adéquation entre la réalité objective et la représentation picturale est au cœur de sa démarche. Il est considéré comme le père de la peinture moderne. Le quartier Saint-Sauveur ou bourg Saint-Sauveur est le plus ancien quartier d'Aix. Il se trouve sur l'emplacement de l'ancien castellum romain. Exception faite de la place de l'Université et de la place de l'Archevêché qui ont été ouvertes plus tard, on découvre la ville médiévale dans ce quartier aux rues étroites et très animées, dont la rue Gaston de Saporta est aujourd'hui l'axe principal. L'hôtel d'Estienne de Saint-Jean abrite le musée du Vieil Aix. C'est une demeure aristocratique qui a été reconstruite vers 1671. Le majestueux escalier avec sa rampe en fer forgé est caractéristique du style Louis XIV. La coupole de ce boudoir représente des amours portant des corbeilles de fleurs. Ce décor est attribué au peintre Jean d'Arrey. Ces meubles et ces faïences de moustier participaient à la vie quotidienne. Un magnifique paravent de la Fête-Dieu évoque une très ancienne fête célébrée avec dévotion à Aix. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la crèche parlante était un spectacle très prisé du temps de Noël. Les manipulateurs prêtaient aussi leur voix aux personnages. L'hôtel Meignier-d'Oppède. L'hôtel Meignier-d'Oppède date de 1490. Il fut racheté et reconstruit en 1730, avant de devenir le siège de la faculté de lettres de 1846 à 1950. C'est aujourd'hui le siège d'instituts d'études et de recherche. Sur la place, l'université, cet élégant hôtel particulier, est le siège de l'Institut de sciences politiques. Au IVe siècle, Aix-en-Provence devient un évêché et les premiers chrétiens construisent une cathédrale sur le lieu où se trouvait un temple dédié à Apollon, dit la légende. La cathédrale Saint-Sauveur abrite plusieurs styles architecturaux car elle fut agrandie et remaniée de nombreuses fois entre le 5e et le 18e siècle. Le baptistère date du 6e siècle. Les baptêmes n'étaient donnés qu'une fois par an par l'évêque. Les catéchumènes adultes descendaient dans cette cuve où ils s'immergeaient totalement. 8 colonnes, chiffre hautement symbolique, délimitent cet espace. Les nefs sont de style roman, gothique et baroque. À partir du XIVe siècle, plusieurs chapelles particulières sont édifiées dans la nef gothique. Depuis le début du XVIe siècle, les orgues sont disposés latéralement sur une tribune. Le triptyque du buisson ardent. En 1476,
le roi René commande au peintre Nicolas Froment un triptyque représentant le buisson ardent pour la chapelle des Carmes. Dans la Bible, le buisson ardent qui brûle sans se consumer est la révélation du Dieu éternel à Moïse. Le clocher a été érigé entre 1323 et 1425. Au centre de la façade gothique se dressent deux magnifiques portes en noyer sculptées datant de 1505. Elles sont l'œuvre des frères Bolite. Les sculptures ont été exécutées en 1508 par Jean Guiramant. Chaque ventaille est finement encadré de guirlandes de fleurs et de fruits. Les 4 grands prophètes de l'Ancien Testament y sont représentés 2 par 2. Ézéchiel et Daniel à gauche, Isaïe et Jérémie à droite. Ces portes étaient d'autant plus remarquables qu'elles étaient recouvertes de couleurs vives. La place de l'archevêché, telle que nous la voyons aujourd'hui, date du milieu du XVIIIe siècle. Le palais est indissociable du célèbre festival d'art lyrique. La fontaine, dite Espéluc, est l'œuvre de l'architecte Vallon en 1756. L'ancien palais des archevêques existait sous une forme plus modeste depuis le XIVe siècle, mais au fur et à mesure que l'autorité religieuse et le pouvoir politique des évêques augmentaient, ces princes de l'Église comprirent la nécessité d'avoir une demeure fastueuse, digne de leur rang. Le majestueux escalier à double révolution est de 1670. Son originalité vient de sa construction en diagonale. Cette salle aux voûtes médiévales était l'ancien réfectoire. Le palais de l'archevêché accueillit Catherine de Médicis en 1579, Louis XIII en 1622, Anne d'Autriche et Louis XIV et toute la cour en 1660. Aujourd'hui, il abrite le musée des tapisseries. À côté de magnifiques pièces des XVIe et XVIIe siècles, des expositions temporaires y sont organisées. Cézanne naquit dans cette maison au 28 rue de l'Opéra le 19 janvier 1839. C'était alors une institution charitable tenue par les demoiselles Michel. Ses parents n'étaient pas encore mariés. Le théâtre du Jeu de Paume est un théâtre à l'italienne construit en 1756 à l'initiative du marquis de La Barbenne. De dimension modeste, il répondait aux normes les plus modernes de l'époque, selon lesquelles tout spectateur devait pouvoir voir et entendre, quelle que soit sa place. La décoration ainsi que la coupole elliptique, ornée du génie de la musique, date de 1887. Les spectacles programmés y sont toujours de grande qualité. La fontaine d'argent date de 1758. Sa conception est inédite par le fait que le bassin d'angle et le mur de soutien sont incurvés. Elle est l'œuvre du sculpteur Chastel et de l'architecte Vallon. Une eau limpide, qui jadis provenait de la source des Pinchinats, jaillit de 2 masques joufflus. Le cours Sextius est une des principales artères de la ville. L'établissement des thermes, situé tout en haut du cours, a toujours beaucoup contribué à sa notoriété. La fontaine Pascal porte le nom d'un industriel qui l'offrit à la ville en 1922. À cette époque, le cours Sextius était le centre commercial d'Aix. Maison de Darius Milhaud. Le compositeur Darius Milhaud, né en 1892, passa son enfance dans cette maison. Il y puisa son inspiration à la fois dans le judaïsme et dans la culture provençale.
Le pavillon Vendôme est un ancien hôtel particulier situé 34 rue Sélonie, loin du centre-ville. Il fut édifié entre 1665 et 1667 par l'architecte Antoine Matisse pour Louis de Mercœur, duc de Vendôme, nommé gouverneur de Provence en 1652. À cette époque, l'emplacement choisi était encore la campagne et n'avait rien de prestigieux, mais le duc pouvait y abriter ses amours clandestines avec une belle aixoise. Le pavillon Vendôme est un superbe exemple de l'architecture classique en Provence. Il est construit en pierre jaune des carrières de Bibémus. Le jardin La Française a été reconstitué selon des documents d'époque. Les fleurs sont savamment dispersées pour contribuer à la poésie du lieu. Au centre se trouve une fontaine ornée d'un jeune enfant joufflu symbolisant l'amour. Ce thème est classique dans l'architecture de la Renaissance italienne où les putti sont nombreux. Le peintre Jean-Baptiste Vandelot en devient propriétaire au XVIIIe siècle. L'escalier d'honneur date de cette époque. La rampe en fer forgé lui apporte une légèreté majestueuse. Certaines salles sont tapissées de cuir de Cordoue et possèdent de magnifiques plafonds peints également du XVIIIe siècle. Des meubles, des portraits et des faïences de Moustier, XVIIe et XVIIIe siècle, donnent une bonne idée de la façon de vivre de la noblesse provençale à cette époque. Aujourd'hui, le pavillon de Vendôme est la propriété de la ville d'Aix qui y organise des expositions. Il faut absolument s'y rendre pour admirer la beauté du lieu, sentir vivre la Provence des siècles passés et rêver sous les grands arbres aux amours qui, parfois, font éclore des merveilles. La halle aux grains se trouve sur la place de l'Hôtel de Ville. Elle fut construite à partir de 1754 par l'architecte Vallon. Sa façade a été traitée comme celle d'un hôtel particulier. On remarque 4 pilastres ioniques surmontés d'un magnifique fronton triangulaire. Le décor, œuvre du sculpteur Chastel, date de 1764. Il représente un homme, allégorie du Rhône, et une femme, allégorie de la Durance, tenant une corne d'abondance. Ils sont assis au milieu des blés et des fruits, issus des terres qu'ils fertilisent. Le pied de la femme qui dépasse du fronton symbolise les crues de la Durance. L'Hôtel de Ville et la Tour de l'Horloge. L'Hôtel de Ville est installé depuis le XIVe siècle au pied de la Tour de l'Horloge. Il fut reconstruit entre 1655 et 1678 par l'architecte Pierre Pavillon avec l'aide des sculpteurs Jean-Claude Rambaud et Jacques Fossé. Sa conception est inspirée des palais vénitiens. La porte en bois, du noyer importé de la Drôme, est ornée de 2 heurtoirs à tête de lion dessinés par Pierre Pavillon. Le balcon en fer forgé date de 1661. Après une magnifique grille en fer forgé, on accède à la tour carrée, au fond de laquelle l'escalier d'honneur nous emmène au premier étage où se trouve la salle des États généraux. Elle est assez impressionnante par la galerie de portraits des comtes de Provence et des rois de France. La tour de l'horloge était la porte d'entrée du bourg Saint-Sauveur. Elle est construite sur un soubassement de calcaire datant de l'époque romaine. Elle abrite une horloge astronomique qui date de 1661 et une niche qui abrite 4 statues en bois représentant les 4 saisons. Le premier jour de chaque saison,
le concierge de la mairie fait tourner la plateforme en bois pour présenter le personnage symbolisant la saison en cours. La fontaine de la place de l'Hôtel de Ville date de 1756. Au centre de la vasque se dresse une colonne romaine. Les mardis, jeudis et samedis matins se tient le marché aux fleurs au pied de la fontaine. On s'y arrête pour choisir un bouquet, des herbes aromatiques ou pour le plaisir des yeux. La place Richelme. Savez-vous que ce marché de producteurs, maraîchers et jardiniers existe depuis le XIVe siècle ? Situé sur la place Richelme, longtemps appelée place aux herbes, il regorge de produits frais et de spécialités locales délicieuses comme ses miels à la lavande fine ou au romarin, ses succulents calissons, les fameuses herbes de Provence ou des bouquets de lavande, de tournesol ou, plus rare, de fleurs d'artichaut, surprenantes de beauté, d'un bleu profond comme le ciel de Provence. La place d'Albertas est un pur joyau de l'architecture aixoise du XVIIIe siècle. En 1745, Jean-Baptiste d'Albertas confie à l'architecte Georges Vallon le soin de réaliser une place conçue sur le modèle parisien des places royales, comme la place Vendôme à Paris. Autour de la place, les maisons aux façades d'un raffinement exquis sont vendues aux bourgeois de la ville. La fontaine a été offerte en 1912 par les élèves de l'École nationale des arts et métiers à la ville d'Aix. Depuis 2000, la place d'Albertas est classée aux monuments historiques. Au fil de l'eau, au fil de l'art, Aix poursuit son chemin entre la sérénité que lui confère l'extraordinaire richesse d'un passé plusieurs fois millénaire et un avenir orienté vers un développement économique, culturel et artistique, libre et fécond.